Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans le premier épisode de la nouvelle saison de la FC Corner, le podcast Asie de la rédaction de Lucarne Opposé. Alors que justement, la saison asiatique touche un peu à son terme pour la plupart des pays. On va pas entrer dans le détail des calendriers parce que vous allez voir, le podcast va être suffisamment compliqué pour ça, comme ça, pour ne pas ajouter une dose de plus. Bref, alors que la saison tire plus ou moins à son terme sur la partie orientale de la planète Hello, on va en profiter pour évoquer sa compétition de club phare, sa compétition phare au niveau des clubs, l'AFC Champions League. Et vous allez le voir, il y a beaucoup à dire, et pas que sur le plan sportif. Alors pour en parler, je vais accueillir l'un des deux finalistes, pratiquement le seul de la rédaction de Lucarne Opposé même, faut le dire, le coréen de la bande, Baptiste Mourigal. Salut Baptiste. Salut Nico. Alors écoute, avec toi, on va donc parler de cette magnifique AFC Champions League qui ne cesse d'animer les conférences de rédac de la partie Asie de Lucarne Opposé. On va quand même, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait toujours dans nos podcasts depuis quelques temps, mais on va le faire là. On va commencer un peu par de l'actualité. On va démarrer avec la finale de l'édition actuelle, l'édition 2021. Une finale qui va opposer deux recordmen de l'épreuve, de grands habitués, Al Hilal et Pohang. Est-ce que tu peux, rapidement ou pas d'ailleurs, revenir sur ce que l'on doit retenir de cette épreuve 2021 et de cette affiche, voire attendre de cette finale? Alors du côté ouest, même si c'est pas ma zone de prédilection, il faut dire que c'est essentiellement les Saoudiens qui ont dominé cette partie-là, puisque ils étaient deux clubs en demi-finale. Donc forcément, Al Hilal l'a emporté puisque c'est aujourd'hui sincèrement sans doute le meilleur club de la zone ouest et qui aurait dû normalement être également le prétendant à la victoire finale l'année dernière, on y reviendra. Et du côté est, ce sont les Coréens qui ont un peu dominé toute la compétition avec 4 clubs qui sont sortis les 4 des groupes, en se retrouvant à 3 en quart de finale et donc forcément à 2 en demi. Et le tenant du titre, Ulsan, s'est fait battre par Pohang. Magnifique choc de la part des Tigres d'Ulsan. Et donc Pohang rejoint Al Hilal en finale. Et comme tu le disais, les deux recordman vont s'affronter, 3 victoires chacun, et on saura donc désormais qui a le record de victoire finale, sachant que Pohang n'a jamais perdu en finale de l'Asian Champions League, et en plus fait son retour cette année dans la compétition avec beaucoup de joueurs en moins, et il arrive à se hisser jusqu'en finale. Ouais, c'est un peu une grosse surprise pour Anguin. Ceux qui suivent tes comptes rendus, notamment K-League, chaque semaine voient ce que fait le club en K-League. C'est quand même la grosse sensation, il faut le dire. Tu parlais du choc d'Ulsan. Bon, on va dire que c'est un pléonasme, on se marre tous un petit peu avec Ulsan. C'est triste pour eux, mais bon, voilà. C'est quand même la grosse sensation, la présence de Pohang. Clairement, parce qu'en plus, ils avaient perdu leurs 3 meilleurs joueurs par rapport à l'année dernière quand ils se sont qualifiés. Donc Ilusenko qui était parti à Jeonbuk, Sang Min-kyu qui est parti en milieu de saison lui aussi à Jeonbuk, et Palosevic qui est parti à Séoul. Donc cette saison, ils n'imaginaient pas jouer l'Asian Champions League comme compétition principale. Ils ont failli en plus ne pas se qualifier parce qu'ils étaient le 3e meilleur second, on y reviendra. Donc ils étaient vraiment, ça s'est joué à différence de but, donc ils ont failli ne même pas se qualifier et sortir des groupes. Alors d'abord, ils éliminent le Cerezo Osaka, ensuite ils explosent Nagoya, alors que Nagoya les avait corrigés en phase de groupe, et ensuite ils s'imposent au penalty face à Ulsan, en ayant égalisé à la dernière minute. Donc ouais, c'est vraiment une grosse surprise. Et je pense que Al Hilal va pas vraiment galérer pour l'emporter, quoi. On sait jamais, tu l'as dit, attention, c'est une surprise, mais c'est vrai que normalement, sur le papier, Al Hilal, tu l'as dit, qui aurait clairement dû déjà probablement la gagner l'année dernière si on les avait laissés, tu l'as dit, on va y revenir, devrait être largement favori. Et c'est vrai que tu l'as dit aussi, les Saoudiens l'année dernière se sont un petit peu éliminés entre eux jusqu'à ce que Al Hilal se fasse un peu arnaquer. Et voilà, on va y revenir justement, puisqu'on va en profiter pour évoquer ce serpent de mer qu'est l'ACL, Asian Champions League, on va souvent dire ACL, si vous n'êtes pas habitué, qui a un format, comment dirais-je, plutôt particulier ces 2 dernières saisons. On va aller dire que c'est les saisons Covid-19. Format, donc, je disais, Baptiste, plutôt particulier, justement, notamment l'année dernière. Oui, Covid oblige, ils ont été obligés de s'adapter. En temps normal, on fait jouer l'Est l'Est d'un côté, l'Ouest de l'autre, et puis au final, le meilleur de l'Est affronte le meilleur de l'Ouest.
Et l'année dernière, alors c'était des matchs aller-retour, chacun dans les pays des autres, etc. L'année dernière, on a eu, comme tout le monde le sait, cette période Covid qui a obligé certains pays à fermer les frontières, qui fait que l'Asian Champions League n'a pas été annulée. Il y avait eu quelques matchs de jouer déjà en février, au moment où on se disait, bon, c'est pas grand-chose, on risque de s'en sortir. Donc je pense là surtout à John Book, qui dans son groupe avait déjà joué 2 matchs avant que ça s'arrête. Séoul en avait joué un. Enfin voilà, il y avait déjà quelques matchs joués. Et à la fin, ils se sont réunis tout au long de la saison. Et puis ils ont dit, bah, comme on n'a pas pu se dérouler, on va tout faire dans un même pays. Donc ils sont allés au Qatar. Et tous les 3 jours, on va avoir tous les matchs de groupe. Alors, si à l'Ouest, ça s'est fait entre, si je ne me trompe pas, entre le début de la nouvelle saison, la fin de la. Enfin, c'était vraiment dans une période un peu plus simple pour eux en termes de physiquement. Pour l'Est, ça s'est fait en fin de saison. Donc les mecs sont arrivés complètement cramés d'avoir joué toute leur saison qui s'est quand même déroulée. On leur a dit, bah voilà, pendant un mois, vous allez jouer tous les 3 jours sur un terrain qui va être identique, c'est-à-dire que tous les matchs vont jouer au même endroit, donc le terrain va être une catastrophe sans nom, mais c'est pas grave, vous y allez. Donc ils ont joué tous les 3 jours. Avec des équipes qui en plus avaient une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est un cas de Covid, vous êtes éliminé, qui est arrivé à Al Hilal. Voilà. Donc un cas de Covid, au revoir, élimination directe sans même jouer, bravo. Je crois que c'est pas les seuls, hein, il y en a eu d'autres. Je crois qu'il y a eu Al-Wada, c'est Al-Wada qui n'a pas pu jouer. Du côté de l'Est, la Malaisie n'a pas laissé venir Johor, donc tu avais un groupe de 3 équipes. Ouais. Et puis les Chinois étaient dans une saison assez compliquée. D'habitude, eux qui écrabouillent tout le monde ont eu un peu de difficulté. Donc en fait, c'était vraiment un bordel sans nom. Des équipes qui avaient déjà commencé à jouer, donc qui sont arrivées, qui n'avaient pas le même niveau physique, qui jouaient moins de matchs que d'autres. Enfin voilà, c'était vraiment catastrophique. Mais l'objectif, c'était de jouer. Donc l'Ouest a terminé en octobre. L'Est a terminé le 13 décembre. Et 6 jours plus tard, on a dit à Ulsan, bah, tu vas aller jouer face à Persepolis, qui, eux, se sont reposés pendant 2 semaines. Ah bah super. Donc Ulsan est arrivé, ils étaient complètement cuits. Persepolis a perdu sa finale, parce qu'il faut être clair, c'est pas Ulsan qui l'a gagné, c'est Persepolis qui l'a perdu. On avait commenté le match ensemble d'ailleurs. C'était n'importe quoi de la part de Persepolis. Mais voilà, on a eu vraiment du n'importe quoi avec le seul objectif, c'était de jouer à tout prix pour faire rentrer, comme en Europe, faire rentrer l'argent. Faire rentrer l'argent, aller au bout et pouvoir amener quelqu'un vers une Coupe du Monde des clubs, hein, parce qu'on sait que c'est aussi une autre façon de faire rentrer de l'argent derrière. Alors tu disais, l'année dernière, c'était déjà particulier. Est-ce qu'on va trouver des excuses en disant Covid? Bon, allez, éventuellement, si on veut être vraiment gentil avec eux, parce que tu l'as dit, le format, c'était quand même catastrophique avec ce hub où tout le monde jouait tout le temps. Et tu l'as dit, hein, on les suivait, les matchs, c'était une horreur. Hein, on voyait le terrain se désagréger au fur et à mesure des matchs. Mais cette année, Baptiste, c'était pas mieux hein, au final. Bah, ça a même été pire. C'est-à-dire que ils ont C'était décidé... possible. C'était possible. Alors, dans l'organisation, il y a un format, en plus le format avait changé, mais dans l'organisation, c'était pire, parce qu'ils ont décidé de faire, comme l'année dernière, tout le monde, alors pas dans le même pays, mais l'année dernière non plus, c'était pas le même pays, j'ai fait une erreur, ils étaient dans des petits pays différents, ils ont refait la même chose. Cette fois-ci, ils leur ont mis un mois en pleine compétition. C'est-à-dire qu'ils leur ont, voilà, la K-League, vous vous arrêtez entre avril et mai, non, c'était en été, donc c'était entre juin et juillet. La G-League, pareil, la CSL, pareil, vous allez tous dans un pays qui n'est pas forcément le plus pratique, parce qu'il y en a qui sont partis en Ouzbékistan. Alors voilà, donc le japonais faire le voyage en Ouzbékistan, les Coréens aussi, ils ont dû être très contents. Donc voilà, ils se sont tous réunis dans plusieurs pôles pour jouer, et puis ils ont joué tous les 3 jours. Et sur les mêmes terrains, plus des terrains de base qui n'étaient pas forcément de bonne qualité, à huis clos bien évidemment. Et certaines équipes en fait n'ont même pas ont décidé de pas vraiment de jouer ou ne sont pas venus. Les Australiens ont tout de suite dit nous on joue pas. Donc ils ont utilisé le prétexte restrictions sanitaires, difficultés logistiques avec les restrictions sanitaires, mais on a clairement très vite compris que les Australiens n'avaient juste vraiment pas envie d'aller s'embêter là-bas à ce moment de l'année, quoi. C'est ça. Donc voilà, les Australiens sont pas venus. Les Chinois ont envoyé que des U20. Donc pour l'équité sportive, c'était top. On s'est retrouvé avec des scores chelous quand même. Hein. Ah bah quand ils ont pris 7-0, enfin
Benjin Gohan qui prend 7-0 par Kawasaki Frontal, qui en prend 5 par Daegu, enfin voilà, qui se fait battre par une équipe des Philippines. Enfin, je crois qu'ils n'ont pas gagné un seul match, les Chinois, cette saison. Donc ils l'ont voulu, hein, ils ont pas envoyé leur club, et voilà, leurs meilleurs joueurs. Ensuite, on a eu des groupes qui n'étaient pas du tout équilibrés. C'est-à-dire que Ulsan s'est retrouvé dans un groupe, je vais vous dire la composition du groupe, hein. Il y avait un Thaïlandais avec Pathum, un Vietnamien avec Vietel et des Philippins avec Kaya. Donc autant vous dire que Ulsan n'a pas eu vraiment d'adversité par rapport aux autres. Et en plus, changement de format, parce qu'il faut soi-disant ouvrir aux petites équipes, mais donc on a créé un autre groupe, donc un groupe dans chaque confed, et on ne qualifiait que les meilleurs deuxièmes. Heureusement, cette année, celui qui était dans le groupe de Ulsan a réussi à se qualifier meilleur deuxième, mais en temps normal, ça aide absolument pas les petits pays qui gagnent des places pour rentrer dans la compétition à se qualifier. Ça élimine encore plus des gros clubs. Donc c'est complètement absurde d'avoir fait ça. Et ce qui fait qu'après, on se retrouve avec ce qu'ils appellent eux les huitièmes de finale, parce que faut faire attention, c'est huitièmes de finale. On se retrouvait déjà avec une grosse affiche entre le champion Ulsan, donc le tenant du titre, face au champion japonais Kawasaki Frontal, qui avaient fini tous les deux premiers de leur groupe. C'était complètement absurde. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Mais voilà, l'ACL a décidé de le faire. Ça s'est fait aussi à l'Ouest. Comment cramer la moitié des joueurs voilà, on a la réponse. On les fait jouer pendant 3 jours sur un terrain qui est catastrophique. Et en plus, ils reviennent dans leur pays, ils ont chopé le Covid. Oui, parce qu'il y a eu ça en plus pour certains. Et tu le disais, hein, avec cette, il faut le dire aussi, il faut le préciser, cette hypocrisie qui est cette soi-disant notion d'ouverture aux petits. Bah, c'est ça. Ils ont décidé donc d'inclure, donc de rajouter 8 équipes, 4 à l'ouest, 4 à l'est, pour soi-disant permettre aux petites nations, on va dire les Philippins, les Vietnamiens, les Thaïlandais, etc., d'avoir plus de représentants. Il y avait même un Indonésien cette année. Alors, il a pris quand même 27 buts en 6 matchs. On est pas mal. Et l'objectif, Mais c'était il de en a dire, mis un. voilà, Il en a mis un. il en a mis. Alors, je sais plus contre qui, mais il en a mis un, exact. Contre Gamba, je crois. Ah bah voilà, donc c'est les Japonais et je crois que c'était le premier but d'un club indonésien en Ligue des champions asiatiques. Et donc l'objectif c'était de se dire on les fait venir, donc il faut revoir la formule parce que forcément si on qualifie tous les deuxièmes, on va plus pouvoir faire des éliminations, une phase à élimination cohérente. Donc ce qu'on fait, on va pas qualifier tous les deuxièmes. Donc on prend que les 3 meilleurs et puis on leur dit voilà vous êtes qualifiés. Donc c'est complètement absurde parce que ces petits pays n'iront jamais finir deuxième. Et ils l'ont fait pour Patou, mais c'est voilà, cause exceptionnelle, parce qu'il n'y avait pas d'Australiens. Je pense que si les Australiens étaient là, Patou n'aurait peut-être pas forcément fini deuxième, ou aurait mis moins de points que ce qu'ils ont pu mettre. Donc en fait, ça a juste appauvri la CL plutôt que de l'avoir ouvert véritablement, et ça on y reviendra après, en créant une véritable compétition à l'Est et une véritable compétition à l'Ouest. Ouais, et c'est surtout, il faut ajouter, tu l'as dit, dans la façon dont la compétition était organisée, jouer tous les 3 jours a forcément un impact. On était sur des hubs pour chaque groupe, ça jouait tout le temps, tous les 3 jours. On a fait les 6 matchs en rien de temps. Forcément, vous calculez assez vite la durée, l'écart qu'il peut y avoir entre le premier et le dernier match si vous jouez tous les 3 jours les 6 matchs. Ça favorise surtout les gros qui ont l'effectif, qui peuvent faire de la rotation. Les petites équipes ne peuvent pas. Donc ça n'a absolument aucun intérêt pour elles. Dans un format tel qu'il est, avec des hubs, avec des allers-retours tous les 3 jours, c'est pas possible sur des terrains neutres. Si tu veux faire progresser les petits, dans une formule comme celle-là, il faut qu'ils puissent jouer chez eux et qu'ils puissent intégrer ça dans un calendrier un petit peu plus cohérent. Sinon, forcément, ils vont se faire démonter et ils n'apprendront rien concrètement. Exactement. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'a appris. Alors, les U20 chinois qui Ouais. sont venus, j'aimerais savoir ce qu'ils ont appris, ce qu'a pu apprendre les clubs philippins, ce qu'a pu apprendre le club indonésien. Enfin, à part venir et se prendre 9 buts, C'est ça. voilà. Et puis, ça a aussi aucun intérêt pour les grosses équipes, entre guillemets, qui sont obligées de jouer des matchs. Voilà, en plus, il n'y a pas de public, le terrain est pourri, la météo n'était pas forcément exceptionnelle, notamment en Thaïlande, puisqu'on a quand même eu un match arrêté pendant plus d'une demi-heure, je crois, avec Ulsan, à cause de la pluie. Voilà, ça avait aucun intérêt, et pourtant c'est parti pour durer, parce que l'année prochaine, on refait le même cinéma.
Ouais, avec peut-être, je sais pas, on aura des hubs, c'est pas encore défini ça l'année prochaine? Non, c'est pas encore défini, sachant que je sais même pas s'ils ont déjà défini la date de la finale. Oui, c'est Il ce me que semble j'allais te dire. On a la date, il me semble, 22 novembre, je crois, c'est un mardi, il me semble. 23 Heu, 23 novembre. 23 23 novembre. novembre, je crois qu'on n'a pas l'heure encore. Donc Non, au moment où on enregistre, on n'a pas l'heure. donc ça risque de toute façon, ça se jouera, en Arabie Saoudite, Ouais, ça on le sait. Donc je pense que ça sera aux alentours de s'ils sont cohérents, ils la mettent dans l'après-midi pour que les Coréens puissent la suivre. mais comme ils sont pas Voilà, cohérents, ils vont nous la mettre vers 19h. c'est fort possible. C'est fort Mais possible. voilà, Bon, l'année prochaine, on aura le même cinéma et en plus, on devrait avoir le retour des Australiens, à moins qu'ils soient sanctionnés, puisqu'il me semble que c'était une rumeur qu'ils soient sanctionnés pour ne pas s'être présentés et d'avoir, déclaré forfait, avant même le début de la compétition. ouais, exactement. Il y a une rumeur comme quoi hein, il y aurait moins d'Australiens présents en Ligue des Champions. On va attendre que tout soit officiel. On le voit parce qu'avec eux, il faut vraiment attendre le dernier moment. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Il faut vraiment attendre que la compétition commence pour être sûr de comment les choses vont fonctionner parce que parfois ça change aussi d'un côté à l'autre. Hein. On sourit parfois parce que c'est le cas aussi en Amérique du Nord avec des changements de format tout le temps. Et justement, c'est la question sur laquelle on va aller. On est dans le cas d'une compétition qui change tout le temps son format, qui change ses façons d'organiser. On regardait avant le début du podcast, et tu vas probablement en parler, hein, les changements de format sur ces 15 dernières années, on n'a que de ça, que ça soit dans le déroulé, que ça soit dans l'organisation de la finale. Là, on a forcément le côté Covid qui s'ajoute à cela, mais c'est très très proche de ce qui se passe en Amérique du Nord. Pourquoi, avec des changements de compétition, la compétition change tout le temps dans son mode d'organisation. Bah, la première question qui arrive, et Baptiste, elle est assez simple, c'est pourquoi est-ce qu'on change autant de formats dans cette zone? La première réponse, ça va être, l'argent, forcément, Ah ouais, parce que c'est surprenant, hein, étonnant. on y bah, c'est un peu, voilà, comme on cherche à le faire à l'UEFA, c'est qu'il faut concerner le plus d'équipes possible. Alors il y a 15 ans, il y avait que 4 groupes. Entre Est et Ouest, il y avait que 4 groupes, donc voilà, vous faites le calcul, il y avait que 16 équipes. Aujourd'hui, on en est à, je sais même pas combien il y a de groupes maintenant qu'ils ont changé. Heu, Ils ont tout changé, Ça va donc jusqu'à J, je crois, non? ça va jusqu'à J, donc ça fait 40 équipes. Donc 40 équipes, donc beaucoup plus de marchés, puisque forcément on intègre un petit peu plus de pays normalement, donc soi-disant plus de droits, plus de matchs, et cetera. Donc voilà, ça on le connaît. Il y a eu aussi la volonté, alors on était passé un temps en 2009 à une finale en un match. Ça a duré 4 ans. Ensuite c'est repassé à 2 et l'AFC ne s'en cache pas, c'est à la fois soi-disant pour permettre donc un match dans chaque pays, dans les stades de chaque club, à la fois en disant bah, ça permet aux supporters de voir leur équipe, mais on sait très bien, et ils le disent aussi, ça permet de dégager beaucoup plus de revenus. Parce qu'il y a deux billetteries, il y a deux matchs, donc il y a forcément deux diffusions, donc forcément les droits télé sont beaucoup plus élevés. Ensuite, il y a une raison organisationnelle. On sépare l'Est et l'Ouest, on évite de faire des allers-retours en milieu de semaine. Par exemple, un Australien qui irait, je sais pas, en Iran ou un Coréen qui irait en Arabie Saoudite en plein milieu de semaine, c'est pas possible. On s'est amusé à calculer en Ouais. début, enfin, avant le podcast, on s'est dit si le club de Sydney se retrouve à jouer un Jordanien, imaginons, hein, ça fait alors 9 fuseaux horaires en milieu de semaine, on pourrait imaginer, et 14 000 kilomètres en avion. C'était bien Voilà. ça, hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Et on avait comparé le record européen. Hein, on a été trouver les chiffres sur le site de l'UEFA. Le record en distance pour un Européen, c'est le Kairat Almaty quand il a joué le Sporting. C'était 6 900 kilomètres. Donc voilà, vous voyez, on est déjà au double de distance si un Australien doit aller jouer à Amman en Jordanie. Voilà. Et alors, ça avait très peu de chances de se produire, hein, mais voilà la taille de la superficie de la Confed asiatique. Déjà, rien que quand les Coréens, Japonais ou Chinois doivent aller en Australie et inversement, en C'est milieu déjà de semaine, compliqué. c'est énorme. Et ça, c'est pas un match exceptionnel de temps en temps, c'est tous les ans. Donc voilà, c'était vraiment compliqué, donc ils ont vraiment séparé. Il y a aussi une volonté d'être sûr qu'un pays de chaque zone se retrouve en finale, et aussi d'accroître le fait que l'Est essaye de l'Ouest essaye de remporter des trophées.
parce que au global, souvent, les pays de l'Est qui l'emportent. Pour information, sur la décennie qui vient de se terminer, il n'y a eu que 2 victoires de l'Ouest. Voilà, c'est Al Hilal en 2019 et Al Sadd en 2011. Ça Qui avait fait remonte beaucoup parler, celle-là d'ailleurs. Oui, n'allons pas. N'allons pas sur ce chemin-là. Mais Al Sadd Voilà. 2011 a fait beaucoup de dégâts en Asie, hein, il faut le dire quand même. Oui, et John Book s'en souvient encore. Ouais. Et donc Et voilà. Suwon aussi c'était, au tour d'avant. C'est Suwon aussi qui se fait éliminer en ayant gagné les 2 matchs. Oui, et à chaque fois que ça reparle de l'Asian Champions League, Suwon avance souvent le match de Al Sadd pour s'être fait voilà, un peu Arnaqué, faut le dire. arnaqué. Et donc voilà, c'était aussi une volonté d'être sûr d'avoir forcément un représentant des 2 pays, des 2 zones pardon, en finale. Et donc la rumeur disait c'était surtout pour privilégier l'Ouest, parce que l'Ouest est un peu en retard en termes sportivement, pas économiquement, parce qu'économiquement ils sont bien au-delà de certains et même beaucoup de pays de l'Asie de l'Est. Mais voilà, c'était ces 2 façons de faire. Donc à partir de 2000, c'était à partir de 2014, c'est ça, c'est Ouais, 2014 où ils ont séparé en 2. Alors la phase de groupe l'était déjà, mais ils ont séparé aussi en 2 la phase finale. Donc les matchs aller-retour pour éviter aussi ces déplacements. Bien se cantonner à Ouest-Est et le vainqueur de chaque zone s'affronte en finale. Ouais, sur une formule très nord-américaine finalement. C'est un peu la NBA avec les 2 conférences qui s'affrontent. C'est Tu ça. le disais sur la notion d'intégrer de plus en plus de clubs, sur les possibilités de passerelle. Je pense que certains de nos auditeurs qui sont habitués aux formules européennes, avec la Champions League, avec l'Europa League, il faut quand même qu'on précise, Baptiste, qu'il existe une deuxième compétition de clubs en Asie, la FC Cup, mais qu'il n'y a quasiment, enfin ils essayent de temps en temps, on va dire ils essayent, mais il n'y en a pas, de passerelle entre ces 2 compétitions. Ce sont vraiment 2 compétitions bien à part, qui ne concernent pas forcément les mêmes pays, qui même ne concernent pas les mêmes pays. Il n'y a pas de deuxième compétition de club en Asie, il n'y a que la Ligue des Champions comme compétition phare et comme compétition majeure pour les grandes équipes, pardon. Les autres doivent se contenter d'une petite AFC Cup au format totalement illisible. Donc, bien rappeler à nos auditeurs qu'il n'y a pas de passerelle entre les 2 compétitions de club sur l'Asie. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que le gagnant, alors nous on a le gagnant de l'UEFA Ligue Europa pardon, qui est reversé en phase de groupe de la Ligue des Champions l'année suivante. Là, ça n'existe pas. Alors, ça a été mis en place pardon cette année, en 2021. C'est-à-dire que le vainqueur de cette année ira pas en phase de groupe, mais dans les playoffs de la FC Champions League. Donc encore loin du modèle européen, mais effectivement c'est assez illisible, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas vraiment qui peut participer, sur quels critères, sachant que les pays comme l'Australie, le Japon, la Corée et la Chine n'y pourront jamais y participer. Ils ne sont même pas inscrits dans les pays pouvant participer à cette compétition-là, alors que des pays qui participent peuvent aussi aller en Asian Champions League, comme on l'a vu avec le Vietnam, avec Hong Kong qui avait un représentant en Asian Champions League cette saison et qui en a en AFC Cup. En plus, l'organisation est très particulière. On a des clubs d'un même pays qui sont dans le même groupe. Voilà, on ne comprend rien. On ne sait pas vraiment comment ça doit s'organiser, comment ça se déroule. On sait juste que ça concerne que des petits pays et qui ont très peu de chances d'un jour de jouer l'Asian Champions League. Donc, quand ils disent s'ouvrir à d'autres pays, en général, ils donnent plus de place à des pays qui sont déjà présents, notamment Exactement. la Thaïlande. Ça n'a aucun sens. L'objectif, il n'est pas là. Il n'est pas de permettre à la Thaïlande de venir participer un peu plus à la Ligue des Champions. L'objectif serait d'intégrer ces Vietnamiens, ces Philippins et même Singapour sur la durée et avec beaucoup plus de spots que d'enfiler déjà 12 à la Chine, au Japon et à la Corée du Sud de base. Voilà, c'est vraiment illisible, on comprend rien, on sait juste que il y a des petits pays qui, eux, font leur compétition dans le coin, là, que pas grand monde regarde parce que ça ne passionne pas grand monde. Ouais, exactement, qui est pas forcément très bien relayé aussi. Tu le disais, c'est parce que c'est un concept important. C'est une notion de marché. On ne cherche pas des clubs, on cherche des marchés. C'est aussi pour cela, par exemple, que la Thaïlande est très en vogue. C'est aussi pour cela, on l'avait un peu évoqué en off, mais on peut peut-être l'évoquer aussi, qu'on essaye de donner ce poids à l'Ouest. Parce que Baptiste, en termes, si je dois m'exprimer en termes de community manager, en termes d'engagement, l'Ouest est beaucoup plus fort, notamment sur les réseaux sociaux, sur les médias,
beaucoup plus visible et beaucoup plus fort, oui, entraîne beaucoup plus d'engagement que l'Est qui ne participe pas vraiment à pour l'instant, à cette grande histoire que sont tout ce qui est réseaux sociaux etc., etc. hein. Et globalement, les réseaux sociaux utilisés, c'est Facebook et Twitter, ce qui ne sont pas les réseaux les plus utilisés à l'Est. Par exemple, en Chine, Ouais. c'est le Weibo et je suis pas sûr que l'AFC communique beaucoup sur Weibo, autre que les équipes chinoises. En Corée du Sud, on utilise un peu Facebook, on utilise un peu Twitter, mais on est plus sur du Instagram. L'AFC, sur Instagram, on fait pas la même chose qu'on peut faire sur Twitter. Au Japon, on y est un peu plus, mais enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui est la partie ouest qui est présente, qui est active sur cette partie-là, et on le voit, l'AFC s'amuse à faire beaucoup de votes en ligne, et à chaque fois, c'est un représentant de l'Ouest qui gagne. Il suffit juste de voir le plus beau but de l'AFC 2020, c'est juste un scandale. Je sais même pas Il comment est il a fait pour magnifique. trouver. Enfin, c'est juste une tête, il y a un centre, une tête, ça fait but, c'est le plus beau but de la saison. Voilà. Élu par les fans. Voilà. Alors que derrière, il y avait des buts incroyables. Alors, même aussi à l'ouest, aussi à l'est, il y avait des frappes sublimes. Ah non, c'est parce qu'il y a un pays qui fait beaucoup plus de lobbying, qui est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, on va pas se mentir, aujourd'hui, les stars, elles sont en Chine et à l'ouest. Le Japon et la Corée du Sud, aujourd'hui, ils n'ont pas de stars à proprement parler mondiales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous demande qui y a au Japon, vous allez juste nous dire Iniesta et c'est tout. Vous n'allez pas nous dire ah bah si, il y a lui, ah bah si, il y a lui. Non. En Corée du Sud, vous êtes incapable de citer un joueur mondialement connu qui joue en Corée du Sud. Ce sont en général des anciens internationaux qui sont revenus. Pareil au Japon. Alors que si je vous dis la Chine, vous allez tout de suite penser à Hulk qui était venu, à Oscar. Voilà, vous allez trouver des noms et des joueurs qui vous marquent. À l'Ouest, pareil. Vous avez cité Comis, il y avait Jovinko. Enfin voilà, vous allez trouver des noms. Et puis régulièrement, ceux qui font des grosses signatures aujourd'hui, c'est les pays du Golfe. Bah, Et plus les... on le voit avec Rames qui vient d'arriver à Al Rayyan. C'est ça. Dirigé par Laurent Blanc, donc forcément ça attire les yeux. Donc voilà, il faut que vous gardiez bien à l'esprit que cette politique, cette volonté de chercher des marchés et aussi chercher ce qui fonctionne, en fait, ce qui est assez terrible avec l'AFC, si on doit résumer, hein, avant d'aborder la dernière question, c'est qu'elle fonctionne comme un média grand public, concrètement, c'est-à-dire qu'elle regarde ce qui peut créer de l'engagement et elle va aller vers ces pays-là et faire en sorte pour que ces pays qui créent de l'engagement soient utiles. Petite parenthèse, je ne sais pas si tu me suivras là-dessus, mais c'est aussi peut-être pour cela que l'Australie a son intérêt. Quand on voit que l'Australie est capable d'attirer, par exemple, Daniel Sturridge, qu'elle a cette volonté d'aller chercher sur les marchés, d'aller jouer, elle est très présente, l'Australie, sur les réseaux sociaux, qui sont, tu l'as dit, hein, importants pour l'AFC. C'est aussi en cela que cette Australie-là est un marché important pour la Confédération et que on a quand même du mal à imaginer l'AFC leur mettre de très très grosses sanctions aux Australiens. Et je te rejoins, et puis il faut aussi regarder la langue. Quel Ouais, est le seul pays à l'Est qui communique en anglais? C'est l'Australie. Aujourd'hui, vous c'est vrai. regardez un match de l'AFC, si vous voulez le regarder en Japon, en Corée ou en Chine, il va être en chinois, en coréen, en japonais. Même les écritures, c'est-à-dire que, alors le Japon, je ne sais pas s'ils le font, mais il me semble que oui. Mais en Corée, ils mettent tout en coréen. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lire si vous ne savez pas parler le coréen. Alors qu'en Australie, bah, le C'est vrai. commentateur, vous le comprenez, les changements, vous comprenez ce qui est affiché. Donc forcément, l'Australie, pour même communiquer, c'est beaucoup mieux. Et les vidéos sur le YouTube, alors je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, sont commentées en anglais. Elles Et sont en ça, anglais. Les c'est highlights sont en anglais. voilà, les highlights sont en anglais. Donc c'est-à-dire que c'est pas vraiment à destination d'un Coréen qui n'a... Alors peut-être qu'il parlera anglais, mais c'est pas la cible prioritaire. Et il y a aussi autre chose, heu, c'est que l'Australie, bah, maintenant qu'ils sont là, comment tu les vires? Ah oui, ah oui, ça c'est compliqué, oui, tu peux plus. Ils sont là, ils ont gagné une Coupe d'Asie, ils en ont organisé une, ils sont un pays qui commence à compter, ils ont une politique de développement du football qui est assez intéressante sur ces derniers temps, même si elle est perturbée par la Covid. Je suis d'accord, tu peux pas les renvoyer en Océanie en disant allez c'est bon maintenant, vous pouvez repartir. C'est compliqué, on est d'accord. Et en plus, aujourd'hui, alors il y a eu une rumeur qui a circulé dans les médias japonais, comme quoi l'AFC est en train de réfléchir à changer, une nouvelle fois la période de la LASANN Champions League, ne plus la faire sur une année civile, comme c'est le cas aujourd'hui, mais la faire sur 2 ans, comme c'est le cas en Ligue des champions européenne. Comme ça vous donne une idée à quoi ça ressemble. Et qui aujourd'hui, à l'Est, joue
sur ce format-là, l'Australie. À l'ouest, ils le sont pratiquement tous, si ce n'est vraiment tous, si je ne dis pas de bêtises. Que ce soit Corée, Japon ou Chine, on joue sur une année civile. L'Australie, non. Et donc, s'ils changent comme ça, on voit très bien que leur préoccupation, c'est pas du tout l'Est, ça sera l'Ouest. L'Est, à chaque fois, chaque année, arrive à la fin de la Champions League complètement cramé, puisqu'ils se sont tapés toute la saison, comme les Européens. Mais l'Ouest arrive en étant en début de saison. Alors, à qui ça profite? Ça, chacun se fera son idée. Ils commencent, ils sont pas très en forme. Eux, ils sont au pic de leur forme, machin. Ça, chacun fera son truc. Mais de vouloir se calquer sur certains calendriers, ça montre bien une volonté de s'adapter à une région plutôt qu'à une autre. Et dans cette rumeur, le Japon réfléchissait à lui aussi modifier son calendrier pour correspondre à celui de la AFC Champions League. Enfin, alors là, pour le coup, je ne comprends pas ce que ferait le Japon, parce que actuellement, ils jouent pour que les conditions de jeu soient optimum, et ça, moi, je le défends même pour l'Europe. C'est-à-dire qu'entre mars et novembre, vous avez beaucoup plus de chances de jouer sur des bons terrains avec une bonne météo plutôt que de se taper des matchs au mois de décembre ou au mois de janvier sur des trucs où c'est du béton. Et ça regarde chacun. Ouais, ceux qui connaissent les anciennes coupes intercontinentales disputées en décembre à Tokyo s'en souviendront. On fera un bisou à Jérôme avec la finale Peñarol-Porto. Non, mais c'est une réalité, c'est une réalité. Regardez, allez sur YouTube, cherchez des images de Peñarol-Porto, cette finale de coupe intercontinentale. Vous verrez l'état du terrain, on est en décembre. Bah oui, non, mais de toute façon, tout est organisé dans ces deux pays et même en Chine pour jouer là où il fait le meilleur. Ouais, bah c'est logique, c'est logique. Mais voilà. Logique. Mais c'est intéressant parce que tu dis qu'on se calque sur le calendrier australien. Australie qui, pendant très longtemps, a vite laissé tomber la Champions League parce que le calendrier ne lui correspondait pas. Donc c'est intéressant pour cela. Et justement, on va essayer de conclure là-dessus sur est-ce qu'il peut y avoir une solution? Quelle pourrait être la meilleure solution pour s'en sortir de ce je parlais de serpent de mer, mais c'est pas un serpent de mer, c'est une espèce de poids énorme qu'est cette Ligue des champions asiatique, dans sa capacité à être très compliquée en logistique, en format. On a même la sensation que l'AFC tout seul, c'est ce qu'on se disait un petit peu en préparant ce podcast, le fait que le format change, on a la sensation que la confédération sait pas trop comment organiser sa compétition pour qu'elle soit au maximum attractive. Quelle peut être pour toi la meilleure solution pour s'en sortir? Ça va pas être une surprise, c'est vraiment de couper cette confédération en deux. Parce qu'aujourd'hui, en termes de distance et géographiquement, c'est la plus grande. Voilà. Il n'y a pas d'équivalent, on l'a dit tout à l'heure. Alors, c'est peut-être pas la plus grande en termes de membres, mais c'est la plus grande géographiquement. Et qui serait vraiment le plus simple, ça serait de la couper vraiment en deux, créer une confédération avec les pays de l'Ouest, une autre avec les pays de l'Est, et faire deux vraies Ligues des Champions. Parce qu'aujourd'hui, ça ne ressemble à rien. Une compétition avec 40 clubs, c'est moche, c'est ennuyant, on n'a pas envie d'y prêter attention. Il y a très peu d'intérêt, parce que si on finit deuxième, on n'est même pas sûr de se qualifier. Il y a trop d'équipes japonaises, il y a trop d'équipes coréennes, il y a trop d'équipes chinoises. Pareil de l'autre côté, il y a trop d'équipes d'Arabie Saoudite, du Qatar et de l'Iran. En fait, ça se joue en six pays, c'est pas intéressant. Globalement, c'est pas intéressant. Alors que si on coupe, on permet à des clubs, à des pays d'avoir déjà forcément plus de représentants, puisqu'on crée deux vraies compétitions. On dilue un peu plus ces Japonais, Coréens, Chinois, Qataris, Saoudiens, Iraniens, ce qui fait qu'on n'a pas tout le temps les mêmes matchs, qu'on voit pas tout le temps la même chose. Ça porterait beaucoup plus d'intérêt. Et puis ça éviterait aux joueurs de se taper des allers-retours en avion qui sont, notamment lors de la finale, insupportables. Et pour les équipes nationales, sont vraiment qui n'ont aucun sens. Quand on voit que la Corée du Sud a tous ses matchs à l'Ouest, en milieu de semaine, de se taper un aller-retour pour aller jouer à Téhéran, c'est vachement intéressant et c'est vachement bien pour l'organisme. Donc il faudrait bien la couper en deux, créer deux confédérations. Ensuite, on s'adapte. La FIFA est capable de s'adapter. Aujourd'hui, il y a 5 places. Il y aura prochainement 5 places qualificatives. Tu fais 2-2 et un barrage. Un barrage, ou même tu dis à l'Australie, tu retournes en OFC et c'est pas possible. C'est impossible. Mais l'objectif, ça serait aussi de faire ça, c'est de réduire géographiquement cette zone. Ouais. Parce que c'est beaucoup trop gros. En fait, le problème, c'est que c'est trop gros et que ça veut satisfaire deux marchés qui sont différents. En Europe, on a un marché, c'est le marché européen. En CONMEBOL, il y a un marché, c'est le continent sud-américain. Pareil pour les autres confédes.
alors peut-être en Afrique, on va dire, il y a l'Afrique noire, le Maghreb, voilà. Mais en Ouais, même si AFC, dans l'absolu, ça, ouais, oui, forcément, mais après, il peut y avoir des différences, oui, mais les marchés, l'Afrique est plus ou moins bien organisée quand même au niveau de ces compétitions continentales. Enfin, c'est plus facile à gérer. Là, tu l'as dit, on est vraiment, le principal problème. C'est pas un problème faut bien que les gens comprennent. On l'a déjà dit, mais on va bien insister là-dessus. C'est pas un problème de nombre de membres. C'est pas une confédération avec 350 membres. On l'a dit, hein, il y a plus de monde en UEFA. Il y a quasiment autant de monde en Amérique du Nord, il y a plus de monde en Afrique, mais là c'est un problème de distance, on l'a dit, quand un Australien comme Sydney doit aller jouer, si il doit aller jouer à Amman, doit faire, ça n'arrive pas, hein, mais c'est pour vous donner, ça peut arriver avec les sélections nationales par exemple, c'est un voyage de 15 000 km à travers nos fuseaux horaires, il me semble qu'on avait vu, c'était 19 heures de vol, hein, c'est ça, hein, Baptiste, si j'ai bien vu. Donc ajouté oui, à oui, tout donc, cela, on est face à un monstre, c'est un monstre qui est beaucoup trop gros. Et évidemment, la solution, hein, tu l'as dit, couper tout cela en deux, ça permettrait aussi, hein, il faut le dire, Baptiste, ça permettrait, tu l'as évoqué, de faire jouer aussi ceux que l'on appelle encore pour l'instant les petits pays. Ça aiderait aussi à leur développement. Ça serait peut-être la meilleure des solutions. Maintenant, on sait très bien ce que ça signifie. Si on doit créer une nouvelle confédération, il y a des gens qui vont perdre de l'argent. bah, il y a ce risque-là, c'est-à-dire que potentiellement, je pense que l'Ouest, financièrement, s'en sortirait beaucoup mieux que l'Est, parce que l'Ouest a beaucoup plus de moteurs économiques que l'Est, mais ça permettrait aussi parce que tous les pays pauvres du foot, et même dans le monde, dans cette confed, sont principalement à l'Est. Il y a énormément de petits pays qui sont à l'Est et qui ont aucune visibilité aujourd'hui dans les compétitions de foot et même sur la scène internationale en termes de poids économique. Moi, je ne sais pas si vous voyez beaucoup des pays comme le Laos, comme le Timor Ouais. oriental, comme Brunei, comme le Bangladesh, même si le Bangladesh serait peut-être à l'ouest, comme les Maldives, comme même le Pakistan, on ne le voit jamais pratiquement au foot. Enfin, il y a énormément de pays pauvres en termes de football et même économique qu'on pourrait couper et eux les aider. L'objectif, ça serait de les aider quand même à monter en compétences parce qu'aujourd'hui, ils n'en ont aucune possibilité de le faire. Ils s'affrontent entre eux, super, mais entre personnes qui prennent des 10-0 dès qu'ils affrontent une équipe C'est ça. professionnelle, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Non, Ils non, c'est s'affrontent ça. entre eux. Je suis fort avec les faibles, mais je suis très faible avec les forts. C'est ça. Et Voilà. c'est surtout, je ne peux jamais croiser l'effort, donc je ne pourrai jamais progresser, hein. On en avait discuté ensemble, on en discute assez souvent ensemble. Voilà, ça serait une solution. On sait très bien qu'elle sera pas suivie, hein. On n'a pas, ou alors on est de sacrés influenceurs, et là, dans ces cas-là, on a changé de dimension, hein. On sait jamais, mais je crois pas. Et assez surprenant, c'est que tous les pays de l'Est, je parle bien de l'Est, acceptent tout ce que l'AFC leur propose. À l'Ouest, j'imagine bien, parce que beaucoup de choses sont faites dans leur sens, et ça, c'est pas uniquement un sentiment de ma part, mais comme beaucoup le pensent. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'Ouest, parce que c'est là, et encore une fois, on le dit, c'est là qu'est le cœur économique de cette confed. Mais l'Est accepte tout sans pratiquement broncher. C'est-à-dire qu'on leur dit, eh ben, vous allez jouer en Ouzbékistan, qui n'est même pas du tout dans votre zone. Ben, ils disent oui. Mais Ben, c'est peut-être tout simplement, et on finira là-dessus, c'est peut-être un signe que celui qui a le plus à perdre, tu l'as dit, c'est l'Est, et que donc si l'on ne sépare pas pour l'instant, c'est parce que l'Est n'y trouve aucun intérêt, tout simplement, et ne veut pas, surtout pas, se séparer. Est-ce que si on demandait à l'Ouest, c'est de la fiction, on n'a pas la réponse, hein, je suis pas sûr que tu l'aies, peut-être que tu l'as, hein, mais si on demandait à l'Ouest, est-ce que vous avez envie d'avoir votre confède à vous, peut-être qu'il serait plus partant que l'Est. ben, je pense qu'ils le seront beaucoup plus. Déjà que les deux zones ne peuvent pas se supporter. Ouais. Il suffit de regarder quand il y a un match entre les deux, bah, ça s'insulte, ça crie au ah, il est raciste, regardez comment il nous traite, machin. Mais que ce soit les deux camps, hein, c'est pas Ouais. forcément l'Ouest envers l'Est, c'est vraiment les deux camps. À chaque fois qu'il y a une rencontre entre les deux, ça se passe mal. En dehors du terrain, c'est vraiment un calvaire. Mais je pense que l'Ouest serait beaucoup plus apte à dire oui que l'Est, même si l'Est, enfin, j'ai même l'impression qu'ils sont complètement désintéressés et qu'ils disent oui, oui, faites-le nous faire, nous on s'en fout. Ouais, Tant qu'il y c'est a le ça. chèque à la fin du mois, ils prennent.
Exactement. Eh ben, écoute, on va en rester là et justement, hein, si vous voulez avoir un aperçu, de 2 confédérations qui se détestent, mais qui sont enfin, de 2 conférences plus que des confédérations, parce qu'on aime bien utiliser le terme conférence en mode NBA, ou en mode NFL ou n'importe quel sport US, qui s'affrontent, hein. On va vous donner rendez-vous pour la finale de la Ligue des champions asiatiques. On peut donc, je le rappelle, pas vous donner d'heure, hein, mais voilà, ça sera le 23 novembre et là, vous allez voir un aperçu de ce que ça donne quand 2, 2 cultures qui ne s'apprécient pas se rencontrent. Ça donne des matchs assez animés. Merci Baptiste de m'avoir accompagné pour ce podcast. Bah, merci à toi d'avoir parlé de ce sujet que j'apprécie énormément et de cette confête que j'adore. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un, je vous le dis, hein, je l'ai dit aussi en introduction, c'est un débat qui anime souvent la partie asiatique de la rédac de Hello, et c'est une vraie question parce qu'on suit ces compétitions-là, et c'est vrai que les 2 dernières ont été particulièrement pénibles à suivre. On s'en cache pas, on s'en est pas caché. On n'est pas convaincu que les choses s'arrangent pour la suite. Voilà. Bref. On va en rester là. Pour ce podcast, je vous encourage, comme d'habitude, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir surtout y interagir avec nous, et notamment sur notre Discord, hein, je vous invite à nous y rejoindre. Vous pourrez justement, si vous avez envie de poursuivre le débat avec la rédaction asiatique de Hello, vous pourrez le faire. Je vous encourage également, bien sûr, à vous rendre sur notre site, lucarne-opposé.fr, pour y lire les dernières actualités de la planète Hello et aussi prendre le temps de vous cultiver entre 2 matchs. N'hésitez pas à vous abonner aux différentes plateformes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ce podcast. Vous venez de l'écouter. Abonnez-vous à ces plateformes-là, hein, notamment notre chaîne YouTube. Et je vous le rappelle, enfin, si vous voulez nous soutenir plus concrètement, sachez que le 16e numéro du magazine de Lucarne Opposé est sorti. C'est tout chaud, il est sorti un peu en retard, mais il est sorti quand même, avec notamment un dossier qui s'intéresse à la question de la nationalité, de la double nationalité, et vous verrez qu'il y a une belle place qui est laissée justement à l'Asie. Sachez aussi, et enfin, que nous avons une librairie qui vous permettra de découvrir les ouvrages de notre propre maison d'édition. Oui, notre maison d'édition, rien qu'à nous. 2 ouvrages sont sortis pour l'instant, la biographie de Garincha et la version française des 11 Caminos al Gol, les 11 chemins vers le but, le livre référence pour mieux comprendre Marcelo Bielsa. Le prochain ouvrage ne saurait tarder, on vous en reparlera très bientôt. Tous les liens, vous les trouverez, comme d'habitude, dans la description de ce podcast ou de cette vidéo, si vous êtes en train de nous regarder sur YouTube. Voilà, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de journée et à bientôt, les amis.